Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement au-delà de l'élection? On a parlé, je ne vais pas revenir sur notre élection. Ou quand même, je signale, c'est intéressant, que les retraités ont voté à 68% pour Macron, que les retraités et les cadres ont voté à 77%, les professions intermédiaires à 59%. En revanche, les employés et les ouvriers ont voté majoritairement à Marine Le Pen. Ça pose un vrai problème pour la gauche et la droite. Et c'est pour ça que je dis que la gauche et la droite, ça ne veut plus rien dire, en tout cas telles qu'elles étaient définies depuis un siècle. Mais on va parler justement, j'ai commencé à dire Poutine, le rouble qui vient de repasser au-dessus du niveau d'avant la guerre en Ukraine. Et on va parler de ce qui est essentiel aujourd'hui, qui va avoir un gros impact dans les mois à venir. Bonjour Nicolas Meillan. Bonjour. Nicolas Meillan, vous êtes ingénieur, vous êtes membre des Éconoclastes et conseiller scientifique pour France Stratégie. Alors, depuis quelques semaines, et même un peu plus quand même, depuis un mois, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, on nous parle des tergiversations, des polémiques, des discussions, plus ou moins feutrées, plus ou moins cachées. Est-ce que l'Europe va-t-elle continuer, en tout cas une partie, à se fournir en gaz russe, en pétrole, etc., en énergie? Alors, certains disent, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a fait la tournée de tous les parlements du monde, presque, en disant, écoutez, arrêtez d'aider la Russie. En même temps, on sait, on en a parlé ici même, que Gazprom continue à passer par le canal de l'Ukraine pour fournir l'Allemagne et compagnie. Alors, où on en est exactement, Nicolas Meillan? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe a du mal à être à l'unisson sur ce sujet-là, puisque certains pays sont très dépendants, notamment du gaz russe. C'est le cas de l'Allemagne, avec la moitié de son gaz qui est importé de Russie. C'est aussi le cas de l'Italie. C'est moins le cas de la France, qui, la France d'ailleurs, a encore, contrairement à l'Allemagne, beaucoup de nucléaire. Si l'Allemagne n'avait pas fermé son nucléaire depuis 20 ans, en fait, il n'aurait pas besoin du gaz de Vladimir Poutine. Donc aujourd'hui, la seule chose sur laquelle ils ont réussi à se mettre d'accord, c'est à partir de août 2022, de mettre un embargo sur le charbon russe qui représente à peu près 2% des 700 millions de dollars par jour que la Russie récupère en vendant ses matières premières. Alors attendez, j'arrête, c'est très aujourd'hui, après 2 mois de guerre, vous dites, Nicolas Meillan, que la Russie récupère en argent 700 millions de dollars par jour, c'est ça? Non, ça c'était avant l'invasion. Oui. Alors, si on regarde le gaz naturel, les importations ont augmenté. Après l'invasion, les importations d'Europe. Aujourd'hui, comme on a un temps qui est un peu plus chaud, donc on l'utilise moins pour le chauffage, on est revenu au même niveau qu'avant l'invasion, mais on les a pas arrêtés. D'accord. Ensuite, ce qu'on constate sur le pétrole en Russie, c'est que la production de pétrole en Russie a baissé depuis un mois de 1 million de barils par jour. Donc on peut imaginer que c'était 1 million de barils qui étaient exportés et donc ceux-là qui n'écoulent plus, qui rentrent plus dans leur compte. Mais néanmoins, la Russie n'a jamais autant gagné d'argent depuis 20 ans, puisque avec des prix du gaz qui ont été multipliés par 10 et du prix du pétrole au-dessus de $100, même s'ils en vendent un peu moins, ça leur fait des rentrées très importantes. Et d'ailleurs, non seulement le cours du rouble est repassé au niveau pré-invasion, mais il est surtout à un plus haut depuis juin 2020, presque 2 ans. D'accord. Plus haut cours, oui. Alors justement, et quid, de ce point de vue-là, si la situation continue comme elle est, la guerre, malheureusement, on ne sait pas quand elle va s'arrêter, si elle va s'arrêter, mais si ça continue avec ce qui se passe au niveau de l'Europe et tout ça, est-ce que, 2 questions. La première, est-ce que les divisions européennes vont être plus accentuées de ce point de vue, encore une fois, de l'embargo? Et deuxièmement, quid sur les prix du pétrole, le prix du baril de pétrole, avec la concurrence ou pas du gaz de schiste américain qui est en train déjà d'être importé en Europe?
Alors, il y a deux sujets, hein. Il y a le gaz et le pétrole, qui sont deux énergies différentes, qui Oui. ne sont pas utilisées pour Donc, on va commencer peut-être par le gaz. Oui. Effectivement, donc l'Europe importe déjà depuis 5 ans du gaz de schiste. La France, qui a interdit son exploitation, mais aussi son exploration. Donc, regardez s'il en existe. En mars, a été championne du monde des importations de gaz de schiste américain. Depuis 5 ans. Non, là, depuis Là. 5 ans, on en importe et on est parfois champion du monde. Et là, c'était le cas en mars dernier. Donc, nous sommes le pays qui en a le plus importé dans le monde. D'accord. Le fabuleux double standard français. Oui. Alors, ce qu'on constate, les prix du gaz ont été multipliés par 10 en Europe cet hiver, mais aux États-Unis, ils ont aussi commencé à augmenter. Ils ont été multipliés par 2. Et les prix du carburant aux États-Unis, du diesel et de l'essence sont déjà très élevés. Donc le consommateur américain, il est pas content, et ça risque de mettre un petit frein aussi sur les velléités d'exportation de gaz américain en Europe, parce que le consommateur commence à tirer la langue avec un prix multiplié par 2. Les Américains, je vous rappelle qu'ils ont beaucoup moins de taxes que nous. Donc en fait, quand le prix augmente, ils le sentent beaucoup plus. Alors Nicolas Meyer, juste une question. Est-ce que, à votre avis, on a bien fait ou pas d'interdire absolument, pour les raisons que l'on connaît, l'exploitation, la découverte du gaz de schiste en France, par exemple? Si vous voulez, en Europe, on a quand même les normes environnementales les plus sévères du monde. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a délocalisé une grande partie de notre industrie, malheureusement. Et donc, on a quand même tendance à faire les choses plus proprement qu'ailleurs. Aux États-Unis, ça n'a pu se développer que parce que George Bush avait exempté les industries pétrolières de loi de protection de l'eau, de la loi de protection sur l'air. Donc nous, vraisemblablement, on l'a déjà fait dans le gaz de lac, exploiter du gaz. On aurait probablement pu le faire plus proprement. Mais ce qui est grave, et on retrouve un peu le même sujet sur le nucléaire, si vous voulez. C'est-à-dire que le nucléaire, on a fermé Fessenheim. Ça, c'était entre guillemets hier. Mais on a aussi fermé demain. On a fermé Astrid, qui est le réacteur du futur. Et bien là, on s'interdit d'aller regarder s'il y en a. D'aller regarder s'il y en a dans le bassin parisien, d'aller regarder s'il y en a dans la région d'Alès. Simplement d'aller regarder, c'est interdit. Par contre, l'importer d'ailleurs, pas de problème. Oui, c'est quand même assez... Ce double standard, comme vous dites, ces 2 poids, 2 mesures sont quand même assez préoccupantes. Alors, parlons maintenant du pétrole. Nicolas Meyer. Du pétrole, le deuxième sujet. Oui. Alors aujourd'hui, les derniers, ce qu'on a pu lire de la Commission européenne, au départ, ils avaient dit on va attendre la fin du second tour de l'élection pour discuter d'un embargo éventuel sur le pétrole russe, pour ne pas pénaliser le candidat Emmanuel Macron. Ce qu'on lit finalement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de décision avant la fin du mois de mai, quoi qu'il arrive. Ah bon. Donc on va être parti sur quelque chose d'assez, à mon avis, minimaliste. Il parle en anglais de smart sanctions, donc des sanctions intelligentes. Ah, c'est joli, les sanctions intelligentes. Les sanctions intelligentes, donc ça veut dire c'est-à-dire qu'on évite de se tirer peut-être une balle dans le pied ou une balle dans la tête, quand on vise à côté de son pied. Donc effectivement, ça me paraît pertinent. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur le pétrole actuellement, c'est que il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour le coup. En Libye, on a eu des attaques qui ont enlevé 500 000 barils de pétrole par jour. Vous avez récemment l'Indonésie, qui est un grand exportateur d'huile de palme, qui permet de faire des biocarburants, qui a interdit toute exportation d'huile de palme. Donc on n'a pas beaucoup d'alternatives. La seule alternative, c'est le Covid, étrangement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine a commencé à avoir des confinements très importants à Shanghai, il pourrait y en avoir à Pékin, et donc ça a un impact très fort sur la demande de pétrole, qui reste néanmoins à des niveaux très élevés. Mais dès que la Chine va repartir, si l'Europe, en même temps, puisqu'ils sont le roi du en même temps, mettant en place un embargo, on pourrait voir les prix effectivement s'envoler vers les 150 $. Ah, on peut arriver à 150 $ le baril si la Chine rouvre, enfin se réapprovisionne et déconfine. Ça pourrait arriver à 150 $ le baril. Si la Chine déconfine et qu'en même temps on met des sanctions, et il n'y a pas que des sanctions si vous voulez, parce que au-delà des sanctions, il y a quand même les États-Unis qui font beaucoup d'intimidation, notamment au niveau de l'Inde, qui leur disent écoutez, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble et à vous aider,
arrêter d'acheter du pétrole russe. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre des sanctions pour que les pays arrêtent d'en acheter aussi. Hein. Oui. Ce sera le cas probablement aussi pour le Japon, pour la Corée du Sud, sur lesquels les Américains ont beaucoup d'influence. C'est sûr. Mais on peut faire confiance aux Européens. Alors, on pourrait faire confiance à Bruno Le Maire pour le faire. Là, heureusement, ils sont 28. Et c'est un des inconvénients de l'Union européenne, c'est que c'est difficile à bouger parce que c'est l'unanimité à 28. Oui, mais dans cette situation, ce sera plutôt un avantage. Oui, pour essayer effectivement de bloquer. Mais alors, dites-moi, aujourd'hui, le baril de pétrole est à combien aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 200 $. On était à 90 avant l'invasion d'Ukraine. Oui. On est passé à 100, on est monté à 139, mais quelques heures. Voilà, là on a une situation sur l'approvisionnement qui est tendue, mais entre guillemets, il est assez bas parce que la Chine a vraiment beaucoup baissé sa consommation. Alors, juste pour revenir à l'Europe, Nicolas Meillan, est-ce que quand même, on le voit très très bien, ces divergences, effectivement, vous parlez de l'Allemagne, de l'Italie, on a vu aussi que même dans les pays de l'Est, et Dieu sait s'ils ont un passé difficile avec l'ex-Union soviétique, est-ce que quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quand même des ferments, parce que l'économie, elle joue le rôle que vous savez, est-ce qu'il n'y a pas des ferments de division qui risquent de devenir des divisions assez fortes, presque des fossés? Aujourd'hui, vous avez quand même ces pays-là, finalement, quand on prend l'Italie, quand on prend l'Allemagne, quand on prend la Hongrie, ce sont des pays qu'on appelle industriels. Et le gaz, c'est une des énergies pour l'industrie. Effectivement, c'est un problème que n'a plus la France, malheureusement. C'est-à-dire que comme on n'a quasiment plus d'industrie, eh bien, on consomme beaucoup moins de gaz. Mais ces pays-là ont besoin de gaz et l'Allemagne sait pertinemment que pour elle, l'Allemagne, peu de gens le savent, mais parfois c'est quand même le premier exportateur mondial, hein, même devant la Chine. C'est-à-dire quand on prend sa balance des PME, les exportations moins les importations, elle a été montée à 300 milliards d'euros. Je rappelle que la France était à moins 100 milliards d'euros. Oui, c'est fou, quoi. Nous, c'est malheureusement pas un problème qui nous impacte. On préférait que ce soit le cas. Mais je pense qu'effectivement, sur la problématique du gaz, l'Europe aura beaucoup de mal à mettre des sanctions. Et c'est la raison pour laquelle ils vont plutôt sur le pétrole. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Et avec, comme vous parlez, les sanctions intelligentes, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Effectivement. Oui, mais je pense que les sanctions intelligentes... alors, l'inconnu, c'est effectivement la Chine, parce que comme la Chine, pendant 2 ans, a fait sa stratégie zéro Covid, s'ils doivent se battre contre Omicron, combien de temps ça va durer ? Ça peut durer un petit peu de temps. Donc ça, c'est vraiment l'inconnu sur le marché du pétrole. C'est la Chine qui va faire les prix. Donc et ça, là-dessus, ma boule de cristal ne me donne pas beaucoup plus d'infos. Justement, mais juste pour terminer, c'est une autre partie évidemment, mais votre sentiment en tant que, je ne dis pas en tant que financier, vous êtes ingénieur, vous êtes membre des Éconoclastes, mais quand même cette espèce d'amorce, on en a beaucoup parlé ici, entre la dédollarisation, je dirais, d'un côté, et de notre côté, l'Arabie Saoudite qui accepte de payer son pétrole en yuan à la Chine, enfin qui accepterait en tout cas, le cours du rouble, on vient d'en parler. Est-ce que là aussi ne se dessinent pas d'autres fractures, à votre avis, enfin à votre sentiment? On a de toute façon, sur le long terme, les États-Unis qui vont perdre leur hégémonie face à la Chine. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. C'est aussi le sens de l'histoire que la Russie étant le plus grand pays du monde avec autant de matières premières, que ce soit des métaux, de l'énergie ou encore des matières agricoles. Ils sont en train de se rapprocher des Chinois, de s'éloigner des Européens. C'est un petit peu inquiétant pour nous parce que on l'avait découvert avec le Covid, qu'on finalement n'était pas autonome sur beaucoup de choses. Et là, à l'époque, on pleurait juste pour des petits masques en papier. Mais là, ça va être autre chose, parce que on va quand même parler un peu de nourriture. Toute la transition énergétique, le nickel raffiné qui va dans les batteries de vos voitures électriques, il vient de la Russie. Donc c'est un peu... moi, là, je pense qu'il y a une bonne nouvelle, parce que j'aime bien voir les verres à moitié plein, c'est que nos dirigeants commencent à comprendre que l'énergie, ça n'est pas que un panneau solaire, une éolienne, une centrale nucléaire. Il était temps. Il était temps. Ça faisait 20 ans qu'on attendait, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a aussi du pétrole, il y a aussi du gaz. Ils vont aussi découvrir que dans les batteries des voitures électriques,
il y a du cobalt, il y a du nickel. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va leur laisser le temps de digérer cette information-là. Et finalement, Emmanuel Macron, qui annonce qu'il veut se passer du pétrole et du gaz russe, c'est un programme qui est très décroissantiste. Donc effectivement, ça devrait beaucoup plaire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Maintenant, ça rentrera plutôt à quelque chose qui s'appelle l'austérité, qui pourrait être un petit peu violent pour tous les gens qui ont voté pour lui hier soir. C'est clair. Les lendemains qui déchantent, attention. Merci Nicolas Meillan. Et Merci beaucoup. Attention donc aux mauvaises surprises sur votre plein d'essence et vos factures énergétiques dans les semaines à venir. Et pourtant, Emmanuel Macron est réélu. On va en parler jusqu'à 14h avec Pierre-Yves Rougeron et Michel Maffezoli. Et vous nous appelez au 0826 300 300.